Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce débat de l'entre-deux-tours des élections législatives pour la 5e circonscription de la Marne. Pour m'accompagner ce soir, Anne-France Marchand, bonsoir. Bonsoir à tous. Effectivement, Antoine, ce débat à l'aube de ce second scrutin qui se tiendra dimanche va nous permettre d'en savoir un peu plus sur la vision du rôle de député que souhaitent incarner les deux candidats, mais aussi des enjeux qu'ils souhaitent défendre. Mais avant cela, une présentation de la 5e circonscription de la Marne par Alison Godefroy. La 5e circonscription de la Marne compte 100 550 habitants et dénombre 11 cantons. Parmi les plus grandes villes du territoire qui comptent plus de 1000 habitants, Saint-Amand-sur-Fion, Loisy-sur-Marne, Pargny-sur-Saulx, Sermaises-les-Bains, Frignicourt et la plus peuplée, Vitry-le-François. Et voilà, donc avant de rentrer dans le vif du débat, présentons donc nos deux candidats en lice pour le second tour d'élection de dimanche prochain. Charles de Courson, bonsoir. Vous êtes âgé de 70 ans, vous êtes domicilié à Vanneau-les-Dames et êtes investi par les centristes. Vous vous présentez pour un 7e mandat de député au sein de la 5e circonscription de la Marne, élu depuis 1993. Et lors du premier tour des élections législatives de dimanche dernier, vous êtes arrivé en tête avec un score confortable de 44,54% des suffrages exprimés. Face à vous, Pierre Thionnet, bonsoir, qui appartient au groupe du Rassemblement national. Vous êtes âgé de 28 ans, vous alternez entre Vitry-le-François et Paris et êtes collaborateur parlementaire de Jordan Bardella depuis les élections européennes de 2019, lequel est l'actuel président par intérim du Rassemblement national. Vous avez également été son directeur de cabinet durant la campagne présidentielle dernière et vous avez obtenu 27,24% des voix lors du premier tour de ces élections législatives. Et débutons donc désormais ce débat avec ce premier thème qui est l'agriculture et la viticulture. Un des grands enjeux du premier quinquennat d'Emmanuel Macron était d'interdire l'utilisation du glyphosate, pesticide considéré et reconnu comme dangereux. Or, cette question n'a pas su trouver réponse à l'échelle nationale. Est-ce que l'agriculture marnaise, qui est une grosse consommatrice des pesticides, elle a même été épinglée par la situation environnementale Génération Future sur des données portant de 2019 ? Et selon cette étude, plus de 2 430 000 pesticides sont utilisés par les agriculteurs marnais. Seulement 2 départements français ont dépassé le seuil des 2 millions de kilogrammes de pesticides et la Marne en fait partie. Et donc dans ce contexte de réchauffement climatique que l'on connaît, toujours plus alarmant, et cette détérioration de l'environnement et des écosystèmes, comment, Charles de Courson, vous agirez en tant que député pour les impacts nocifs des pesticides sur notre environnement et sur les habitants, et en limitant également les répercussions de l'activité sur l'activité des agriculteurs marnais, dont l'équilibre économique qu'on connaît dépend de l'usage de ces pesticides? Alors, vous posez la question plus générale, ce qu'on appelle des pesticides, et en particulier des glyphosates. J'ai été hostile à l'interdiction des glyphosates. D'ailleurs, le gouvernement a été obligé de revenir en arrière. Pourquoi ? Il ne faut pas interdire des produits, premièrement, qui sont, dont on n'a pas la preuve scientifique qu'ils sont nocifs. Alors vous savez qu'il y a tout un débat scientifique sur lequel je ne prendrai pas parti, je constate, sur est-ce que le glyphosate est aussi nuisible qu'on le dit. Bien. Et l'OMS, ou l'organisme européen, l'avait classé en probablement cancérigène, mais on n'est pas sûr. Alors faut-il interdire un produit quand on n'est même pas sûr qu'il est nuisible ? Première observation. Deuxième observation, qui explique ma position hostile, c'est qu'il ne faut pas interdire un produit tant qu'on n'a pas un produit de substitution, si possible aussi efficace, et si possible moins nuisible, si on a prouvé le caractère nocif. Vous voyez, c'est vrai pour les glyphosates, c'est vrai, on pourrait parler pour la filière des travailleurs des néocotinoïdes. On a le même débat. Et on a vu une majorité, la majorité sortante, qui a voté l'interdiction totale des néocotinoïdes, ce qui entraînait un effondrement de la filière sucrière en France, alors même qu'il n'y avait pas de preuves scientifiques et qu'il n'y avait pas d'alternative. Et qu'est-ce qu'ils ont été obligés de faire ? Ils ont été obligés de revenir en arrière et pour 2 ans, et qui va arriver d'ailleurs en fin de cette année. Donc il va falloir de nouveau légiférer, puisque chacun sait que ce n'est pas en 1 an ou 2 ans qu'on trouve des solutions alternatives. Il faut de la recherche, il faut tester les solutions.
pour éviter de substituer un produit qui est plus nuisible que celui qu'on veut interdire. C'est-à-dire qu'il faudrait prendre un peu de temps, en fait, finalement, avant de trouver des décisions, Oui. de prendre des décisions. Et investir dans la recherche. Et éviter, si vous voulez, la polarisation du débat sur un ou deux produits, alors même qu'on n'a pas les preuves scientifiques de son caractère nuisible. Et donc, vous, Pierre Thionnet, quel regard portez-vous sur cet enjeu? Est-ce qu'on peut considérer qu'à l'heure actuelle, les agriculteurs sont dans une démarche écologique? Oui, bien sûr. Et je regrette un tout petit peu qu'on entame directement le débat sur l'agriculture en pointant du doigt un petit peu, en les mettant en porte-à-faux avec l'enjeu écologique, puisque l'agriculture, c'est non seulement dans la circonscription, dans la région, mais en France en général, un secteur, je suis très heureux d'ailleurs qu'on en débatte ce soir, un enjeu extrêmement important à tout point de vue de la souveraineté alimentaire, la transition écologique, il y aura un rôle majeur à jouer au niveau des emplois, de bien consommer, bien manger, il y a des enjeux de santé publique également. Mais pour ce sujet précisément, je crois qu'il y a aussi un souci de ce qui est parfois déclaré un peu politiquement, un peu symboliquement. Alors c'est souvent plus facile de dire en effet il faudra 0 produit d'ici 5 ans ou 10 ans. Et du coup ça crée une attente, notamment chez les jeunes, chez une partie de la jeunesse, qui se dit bah oui en effet les agriculteurs polluent, ce serait bien qu'on interdise les produits. Et en fait on se rend compte que pratiquement, c'est-à-dire concrètement, c'est beaucoup plus difficile à faire et ça prend beaucoup plus de temps. Et sur ce sujet, oui, je rejoindrai M. de Courson, c'est la question du temps et des technologies qui sont disponibles. Or, si on fait des grandes annonces pour se faire applaudir, par exemple, au Parlement européen, ce qui arrive souvent, et que le président de la République est obligé, parce qu'il est président du Conseil de l'Union européenne pendant quelques mois, de faire des grandes annonces là-dessus, et qu'après on se rend compte que voilà, les agriculteurs ne peuvent pas faire cette transition aussi vite, eh bien on va créer du mécontentement partout, les agriculteurs sont pointés du doigt et les plus jeunes notamment, ou l'opinion publique va avoir l'impression que les agriculteurs ne participent pas à cette transition. Donc je crois que c'est le temps et la recherche. Vous pensez tous les deux du coup que finalement le glyphosate est comme un symbole mais un petit peu pris au hasard pour justement pointer du doigt les agriculteurs et les pesticides? C'est des minorités d'activistes qui ont pointé ce produit. Et pourquoi pas d'autres? Je veux dire, il y a d'autres produits dont on peut discuter sereinement. J'ajoute que ce qu'il faut, c'est encourager les agriculteurs et les viticulteurs de continuer dans les efforts qu'ils ont faits. Il y a eu des efforts considérables. Est-ce que vous avez une idée? Vers la réduction des pesticides? En 15 ans, des intrants, notamment produits de pesticides, c'est considérable. Et dans la viticulture champenoise, il y a des efforts considérables de réduction. Donc ils n'ont pas attendu des lois. Ce qu'il faut, c'est encourager les gens et encourager au bon comportement. Voyez, et ça, c'est très important. Pourquoi la viticulture champenoise l'a fait? Parce qu'elle a une idée que je crois fondamentalement juste. Plus le produit champagne sera considéré comme un produit écologiquement extrêmement sain, meilleur ce sera pour la promotion dans le monde entier du champagne. Eh bien, c'est le même problème sur l'agriculture. Et je trouve qu'on ne rend pas suffisamment hommage aux efforts qui ont été faits depuis des années, tant par l'agriculture que par la viticulture champenoise, pour réduire, améliorer, et pas simplement du bio. Un petit mot sur le bio. Certains croient que le bio, c'est nec plus ultra. Bah, écoutez, moi j'en parle souvent avec des viticulteurs. Savez-vous que la viticulture bio en Champagne, c'est entre 1 et 2%, mais que, par exemple, la bouillie bordelaise est autorisée dans la charte bio. Vous voyez ? Or, chacun sait que le cuivre, c'est un métaux lourd. Voilà, pour prendre cet exemple-là. Et donc, je crois que ce qu'il faut, c'est encourager, améliorer constamment. Vous voulez répondre, Pierre Thionnet ? Non pas répondre à cela précisément, mais ajouter quelque chose, c'est qu'il y a aussi, je pense que là, on s'en prend plutôt aux effets ou aux conséquences. Mais si parfois on est obligé d'utiliser autant de produits en France, alors c'est vrai qu'il y a eu une énorme progression, parce qu'on n'en a pas parlé, on n'a pas le temps de faire l'historique, mais dans les années 50-60, il y a eu certaines dérives assez extrêmes qui ont eu des impacts sur la santé des agriculteurs. Et il y a eu tout un tas de polémiques. À partir des années 80, on a beaucoup réduit. Donc en effet, il y a eu des erreurs de com, et ça, il faut le dire. Et les agriculteurs sont les premiers à le dire. Et en effet, ils ont fait un grand nombre d'efforts depuis plusieurs années. Mais je pense qu'il y a un problème aussi, c'est le modèle agricole. C'est-à-dire que si on vote des restrictions d'emploi de produits, alors il faut aussi limiter ceux qu'on pourrait faire venir de l'extérieur, de la concurrence internationale ou même européenne. Parce que sinon, si on sanctionne, si on met des bâtons dans les roues à nos agriculteurs, Français, en effet, pour des bonnes causes, pour la cause de l'environnement, de la santé publique, mais si on fait venir d'autres produits, notamment à cause de la législation européenne, qui
pour l'instant on n'inclut pas les clauses miroirs, c'est une proposition que je défendrai, eh bien ça ne peut pas marcher. Donc il y a aussi un protectionnisme à avoir sur notre agriculture pour ne pas qu'elle soit poussée à aller vers un modèle qui l'obligerait à utiliser davantage de produits. Concrètement, quel est votre rôle finalement en tant que député et comment vous pouvez faire pour remonter toutes ces questions à l'Assemblée nationale justement? Certaines sont de compétences nationales. Par exemple, les néonicotinoïdes, on a voté 2 fois un texte. Je peux vous dire qu'on s'est battu comme des chiens pour expliquer à nos collègues que surtout ils ne votent pas cela. Et quand ils ont demandé à revoter une loi pour réautoriser, on leur a dit vous pourriez peut-être de temps en temps écouter l'opposition, y compris une minorité de la majorité qui se rendait compte qu'ils étaient en train de faire une énorme bourde. Mais il y a eu une majorité pour voter cela, pour après se dire on s'est trompé. Enfin, ils n'ont pas dit qu'ils s'étaient trompés, parce qu'il paraît qu'en politique, il ne faut jamais dire quand on fait des erreurs. Je pense que l'inverse personnellement. Vous voyez, ça, ce n'est pas une méthode. Et sur le problème alors européen, il ne faut surtout pas de faire des règles purement franco-françaises, car on a la maladie dans ce pays de ce qu'on appelle de surréglementer, c'est-à-dire de surtransposer les directives communautaires. Vous voyez ? Et ce qu'il faut, en plus, c'est sur la périphérie des frontières de l'Union. Et c'est vrai pour ces produits, mais c'est vrai aussi sur d'autres problèmes techniques. Je vous interromps, Monsieur de Courson, il faudrait juste que vous vous rapprochiez. Ne pas accepter des produits en Europe, produits dans des conditions qui sont interdites en France. Exemple, la viande. Est-ce qu'on peut accepter d'importer en France, enfin en Europe, des viandes sur lesquelles on a boosté la production de viande à coup d'oestrogène? Mais là, il ne faut pas simplement interdire. Il faut avoir les moyens que les douaniers sur la périphérie de l'Union contrôlent cela. Merci, Monsieur de Courson. Et vous, Monsieur Thionnier, comment vous compteriez faire remonter cette thématique à l'Assemblée nationale? Il y aurait bien sûr le rôle de voter ou non les lois, proposer des amendements sur des sujets précis qui sont à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, il y a la question des prix aussi, avec la loi Egalim, mais je ne sais pas si on aura le temps d'en parler après. Et après, bien sûr, l'Assemblée nationale comme le Sénat aussi font des rapports. Et ça interpelle le politique, nos dirigeants, le ministre. Et là, il y a énormément de choses à faire. La plupart des rapports qui soulignent l'absence de protection de certains marchés ou de certaines productions françaises sont le fait de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Donc le député, selon la commission à laquelle il siège, pourra porter ces sujets. Après, sur un point de désaccord avec M. de Courson sur l'enjeu européen, c'est que parfois cette concurrence d'un modèle dont on ne veut pas, elle est à l'intérieur de l'Union européenne. Donc là, ce serait peut-être sur votre rapport à l'Union européenne où on serait peut-être en désaccord, c'est qu'il y a même sur la production de viande, il y a des viandes dont on ne voudrait pas, qui ne respectent pas nos normes sociales notamment, et qui viennent de pays à l'intérieur de l'Union européenne. Moi, je ne parlais pas des normes sociales. Moi, oui, mais c'est encore un autre sujet. Des normes, des conditions de la production. Voilà. Oui. On ne peut pas accepter que certains... Et dans l'Union européenne, elles sont homogènes. Alors, il y a parfois des problèmes d'application différenciée selon les pays. Bon. Mais ça, c'est un point à améliorer. Et ça c'est un député à l'Assemblée nationale française peut changer ça? Ou ça doit forcément monter du coup si c'est la compétence du Parlement, l'hémicycle de la Commission et du Conseil des ministres. C'est-à-dire il faut que chacun joue son rôle, c'est ça? Ok. Voilà. Nous allons passer à présent du coup à la rubrique tac au tac avec vous, France. Oui. Alors donc la rubrique tac au tac, afin d'éclairer les électeurs à faire un choix pour dimanche, nous avons eu l'idée de cette rubrique qui, je l'espère, évitera la langue de bois. En 60 secondes, on va vous poser 6 questions et vous devrez simplement répondre par des réponses courtes. Donc on commence par vous, Monsieur de Courson. Alors l'âge de départ à la retraite à 65 ans, pour ou contre? C'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on a 42 régimes, et il y a déjà des régimes qui sont à 65 ans. Par exemple, les régimes complémentaires, par exemple, les régimes des libéraux. Donc, quand le président a dit qu'il faut porter de 62 à 65, puis après 64, ça montre qu'il ne connaît pas la situation française. Il y a 42 régimes qui ont des dates de départ à la retraite très différentes. Et l'âge de départ à la retraite n'est qu'une composante, et pas forcément la plus importante. Ce qui est plus important, c'est le nombre d'annuités. Et comment on applique cela avec le bonus-malus, c'est-à-dire si vous dépassez ces 42 annuités, vous avez 5% par année en plus et 5 années en moins si vous êtes en dessous de 42. C'est tous ces éléments plutôt qu'il faut contre, négocier. Et il y a 42 négociations à avoir, il y a 42 régimes. Alors, seconde question, il faudra répondre en une dizaine de secondes. C'est réponse courte. Donc, le champagne russe est-il une vraie problématique pour les viticulteurs marnais ? Non, honnêtement, c'était plutôt un problème symbolique, puisque le marché russe, ce n'est pas 1% des ventes de champagne dans le monde. C'était plutôt la défense du mot champagne.
On va passer au deuxième thème, le pouvoir d'achat. Alors passons du coup au deuxième thème, effectivement le pouvoir d'achat, l'invasion russe en Ukraine, justement on parle de la Russie depuis le début du mois de février, avec elle l'envol des prix en France. Au mois de mai 2022, les prix à la consommation ont augmenté de 5,2% selon l'INSEE en un an. Toujours selon les chiffres de l'INSEE, en 2019, 11,2% de la population marnaise vivait sous le seuil de pauvreté, soit légèrement en dessous du seuil national qui est de 14,5%. Mais ce chiffre, du coup, risque de se creuser davantage au vu du contexte actuel économique et social que l'on connaît, Monsieur Thionnet. Donc le pouvoir d'achat a été donc un des thèmes phares du Rassemblement national dans la campagne présidentielle. Mais comment faire finalement remonter ou entendre la colère des Marnais à ce sujet dans l'hémicycle, et surtout qu'est-ce qui devrait être fait et mis en place pour tenter de résorber au maximum la hausse des prix? Alors tout d'abord, il faut constater que le gouvernement a mis du temps à s'intéresser au sujet du pouvoir d'achat. Et comme vous l'avez rappelé, c'est Marine Le Pen qui en a fait, je dirais même, sa priorité. Elle était plus marquée, plus connue sur les thématiques sécurité et immigration, mais là, il y avait un vrai sujet social qu'elle a senti même avant le début de la campagne présidentielle, avec l'inflation qui avait commencé avant la guerre en Ukraine. C'est ce qu'on oublie souvent de dire, mais sur les enjeux de l'énergie, de hausse des prix de l'électricité, ça n'a pas attendu l'invasion de l'Ukraine par la Russie pour augmenter. C'était déjà le cas en automne et en hiver 2021. Ensuite, alors, il y a des mesures d'urgence à prendre. Je pense notamment sur le carburant. Aujourd'hui, pour le carburant, 60% du prix que vous payez, c'est des taxes. Et il y a même des taxes sur les taxes avec la TICPE. Donc il y a une mesure, ce qu'on défend depuis des mois, et moi c'est ce que je défendrai plutôt que les mesures adoptées par le gouvernement, c'est de faire passer la TVA de 20% actuellement à 5,5% sur le carburant. Là je pense qu'il y aurait un gain manifeste de pouvoir d'achat très rapidement. En tout cas ça passerait par une loi, mais c'est ce qu'on proposerait, c'est ce qu'on demanderait au gouvernement de passer, on la voterait, ou alors ce serait une proposition du groupe Rassemblement national. Donc ça c'est une mesure très importante et concrète. Ensuite, s'il y a des mesures de plus long terme, mais qui sont fondamentales sur la question de l'énergie, puisque c'est un mécanisme un petit peu complexe, mais si les Français, je pense, s'y intéressaient, ils seraient assez révoltés de le comprendre, c'est le fonctionnement, comment le prix est fixé de l'électricité. Pourquoi on a de telles augmentations? Alors il y a une partie conjoncturelle avec la guerre en Ukraine, bien sûr, mais une partie structurelle, c'est que le marché, il est européen et les prix sont fixés en fonction des prix du gaz, qui est la dernière unité de production. Alors la France a fait des énormes efforts pour nucléariser sa production d'électricité. Or, on dépend des prix à cause de l'Allemagne, des pays de l'Est, des pays d'Europe centrale, qui font augmenter le prix de l'électricité en France. Donc il faut décorréler le prix de l'électricité du prix du gaz. Ça, c'est Bruno Le Maire et Emmanuel Macron en avaient un petit peu parlé il y a quelques mois, et depuis silence radio. Alors je pense que là, il y a un vrai sujet à aller chercher, c'est qu'on fixe notre prix de l'électricité avec nos propres moyens de production et non pas dépendre d'un marché européen de l'électricité. D'accord. Monsieur de Courson, que feriez-vous face à l'inflation qui ne cesse d'augmenter dans le pays? L'inflation est actuellement sur les 12 derniers mois de 5,2 et on anticipe au moins 7% d'ici la fin de l'année. Donc les premières mesures qui dépendent de décisions gouvernementales, c'est la réévaluation des retraites. Les retraites n'ont été réévaluées que de 1,1. Et la Première ministre vient d'annoncer que dans le projet de loi qui va être soumis au Parlement dès le mois de juillet, on réévaluerait de 4%. Mais 4 plus 1, grosso modo, ça fait 5,1. Bien. Donc, ce n'est pas du tout à la hauteur du problème. Il faut probablement au moins monter à 6%. Ça, c'est la première mesure. Je parle des retraites. On pourrait parler aussi d'un certain nombre de prestations sociales. Beaucoup de gens en difficulté qui vivent de prestations sociales. Vous voyez bien que quand ils ont une chute actuellement au moins de 4% de leur pouvoir d'achat, ils n'arrivent plus à boucler le mois. Ça, c'est la première mesure. Il y a une deuxième mesure, c'est que je pense, et je défendrai cette position si je suis réélu, c'est qu'il faut aider ceux qui ont besoin. Que les mesures générales, dont certaines ont été prises il y a déjà plusieurs mois, constituent une erreur. Pourquoi? Parce que comment vous sortez de cela? On a bloqué par exemple l'augmentation du prix du gaz et de l'électricité. Mais comment vous en sortez? On n'en sort pas. D'ailleurs, la Première ministre vient d'annoncer qu'on va prolonger la mesure, c'est même M. Le Maire qui l'a annoncé, jusqu'au 31 décembre. Mais le budget de l'État va crouler. On était déjà à 28 milliards. On n'arrivera pas à sortir de cette mesure. Donc moi, je pense qu'il faut concentrer les aides sur ceux qui sont en difficulté, y compris en matière alimentaire.
L'essence, justement, vous en parliez à l'instant, actuellement environ 2,10 € par litre. À côté, nos voisins en Allemagne sont à 1,90 et en Russie à moins d'1 €. Quelle est la solution là-dessus? Est-ce que justement, en tant que député, vous avez des idées, justement, peut-être pas le blocage des prix, justement, ça n'a pas l'air d'être une solution pour vous, monsieur de Courson. Quelles sont vos idées pour ça? Je pense y avoir répondu. C'est le problème français d'avoir des 60% de taxes dans le prix du carburant. C'est une anomalie européenne. Et il y a des taxes sur les taxes. C'est ce que je disais avec la TICPE. Et d'ailleurs, sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, elle a augmenté. Et ça fait 10 ans qu'elle augmente. Or, il faudrait revenir, par exemple, sur cette hausse de la TICPE. Emmanuel Macron pourrait le décider. Et en faisant, ça ferait baisser aussi le prix du carburant. Et c'est pour ça qu'on proposait de passer de 20% à 5,5% la TVA. C'est le seul moyen de faire partir à la baisse ce prix directement, concrètement, pour le pouvoir d'achat des Français. Et notamment tous ceux qui utilisent au quotidien leur automobile pour aller au travail. C'est 85% de nos concitoyens dans la circonscription. C'est plus que la moyenne nationale. Où trouver cette recette de différence? C'est environ 15% restant si on enlève si on baisse à 5,5 la TVA, où on trouve ces 15% de recettes? Moi, je pense qu'une mesure beaucoup plus efficace pour encourager le travail, ce serait une prime de transport payée aux salariés dont la distance entre le domicile et le travail dépasse, mettons, une dizaine de kilomètres. Hein. Moi, j'ai un ami chef d'entreprise à qui je discutais de ces questions récemment et qui me disait qu'il a un de ses meilleurs salariés qui est venu le voir et lui a dit « Patron, je démissionne ». Je lui ai dit « Pourquoi tu démissionnes? Tu n'es pas content de la boîte ?» « Si, tout va très bien. Mais patron, j'habite à 30 kilomètres. » Donc moi, je fais mes calculs. 21 jours à 2 fois 30, 35 km, même c'était 70 fois, ça fait 1400 km. Même avec une petite voiture, mettez à 0,25, 0,28. Mais attendez, ça lui coûtait 300 à 400 € par mois. Il dit, moi je ne peux plus. Et il avait fait ses calculs, et il a dit à son patron, écoute, non, je suis content de la boîte, le boulot est intéressant, mais je ne peux pas continuer comme ça. Donc moi je suis pour une prime de transport cofinancée par les entreprises et l'État. Je crois que c'est beaucoup plus efficace que des mesures générales. Par les entreprises également? Vous savez que ça peut aussi poser sur le... Ben oui, parce que si vous voulez garder vos salariés, vous avez beaucoup de secteurs... Une sorte de prime, en fait, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous avez beaucoup de secteurs qui n'arrivent plus à recruter, et notamment dans nos zones rurales, où il y a une distance qui parfois est importante entre votre lieu de domicile et votre lieu de travail. Il faut absolument encourager cela. Ça ne concerne pas les habitants de Paris et de la proche banlieue. Ils ont leur réseau de transport collectif, voilà, et par parenthèse, dont une partie est payée par les entreprises sous forme de versement de transport. Mais nous, dans les zones rurales, il n'y a pas de versement de transport. Vous voyez, les gens, ils payent entièrement leur déplacement. Il y a moins de réseaux de transport aussi. Et certaines entreprises ont déjà commencé d'ailleurs à faire cette prime. Mais moi, je crois qu'il faut les encourager. Je pense que c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus juste. Et donc, Monsieur Thionnier, est-ce que le développement des transports en commun pourrait être une solution? Je crois que c'est une solution très urbaine. Ensuite, il y a bien sûr les lignes de bus. Mais est-ce qu'on peut aller au travail en dépendant des lignes de bus à des horaires avec des délais des fois très espacés d'un bus à l'autre? Je crois que ce n'est pas la solution des transports en commun au niveau national. Ça, c'est plus la solution dans les plus grands centres urbains. Donc je ne crois pas qu'il faudrait dépendre. L'automobile, pour l'instant, reste indispensable. Donc on dépend tout de même effectivement du prix de l'essence. Oui, bien sûr, 85%. Et pour votre circonscription, la 5e de la Marne, ça pourrait pas être donc une solution? Je crois que... Parce que vous parlez au niveau national, mais vraiment au niveau local. Au niveau local, justement, je pense que c'est absolument sur le carburant et sur la question de la voiture. Je ne pense pas que la solution pour aller au travail au quotidien, aller rechercher au niveau des transports en commun. Après, c'est ce qui se fait déjà d'ailleurs de manière assez répandue, c'est la question du covoiturage. Je crois que ça fait plusieurs années que ça est plutôt rentré dans les mœurs. Donc, mais je ne pense pas qu'on va installer un métro pour pouvoir aller au travail dans la 5e circonscription. Je ne pense pas. Vous savez, nous, on a essayé au conseil départemental. On a essayé à cause de la zone de Vatry. Parce qu'à Vatry, il y a 1200 emplois actuellement. Et on espère monter en 10 ans à 2000. Donc on a fait des lignes de bus entre Vatry-Châlons et Vatry-Vitry. Eh bien, Vatry-Vitry, il n'y avait pratiquement personne. Et même chose sur Châlons. Donc on a arrêté. On a fait un grand essai dans le Cézanais. Pendant 5 ans. Et on subventionnait avec les communautés de communes le déficit de ces lignes. On a arrêté.
C'est pas la solution. La densité est beaucoup trop faible. Je pense que des mesures Donc on reste comme dépendant celle c'est-à-dire la prime de transport. D'ailleurs, c'est ce qu'ont fait un certain nombre des logisticiens, des entreprises de logistique installées à Vatry. Une prime de transport chez vous, une baisse de la TVA chez vous. Justement, Pierre Thionnet, on reste avec vous avec du coup ce même concept finalement du tac au tac en 60 secondes. Si vous pouvez répondre à ces 6 questions et des réponses courtes, pourriez-vous voter contre une proposition de votre propre parti? Je ne vois pas pour l'instant sur tous les grands sujets importants. Je suis d'accord avec ce que j'ai défendu au cours de la campagne présidentielle. Donc pour l'instant, non, ce n'est pas à l'ordre du jour. Est-ce que ne pas être originaire de la Marne est finalement un frein pour votre candidature? Non, et je trouve que c'est même retourné en quelque chose en ma faveur, puisque les gens étaient, quand j'ai pu sillonner énormément la circonscription, encore hier du matin jusqu'à 22h30, et avec les nombreuses personnes avec qui j'ai discuté, elles sont très contentes que j'ai choisi leur terre, leur lieu de vie pour venir les défendre, porter leurs revendications à l'Assemblée nationale. Vous êtes un petit peu en retard, donc je vais vous poser deux questions supplémentaires. L'âge de départ à la retraite que vous souhaitez défendre si vous devenez député? Ce n'est pas un âge précis, mais c'est à partir de 60 ans, l'âge légal. Donc, contrairement à M. de Courson, je répondrais que c'est non, pour moi, 65 ans, fermement. Et c'est à partir de 42 annuités. Ce serait inférieur du coup à 65 ans? Oui. Quel est l'atout principal de la 5e circonscription de la Marne selon vous? L'atout principal de la 5e circonscription de la Marne, je pense que c'est son agriculture, ses céréaliers, sa viticulture. Ça, c'est indéniable. Très bien. Très bien. Eh ben, on va passer désormais au 3e thème de ce débat, c'est celui de la jeunesse. Donc, votre circonscription est un territoire en manque de jeunes. Comme l'indiquent les chiffres de l'INSEE de 2018, la moitié de la population de la 5e circonscription de la Marne a plus de 46 ans. Les jeunes qui obtiennent leur bac cherchent à quitter la circonscription pour aller à Reims ou dans d'autres territoires plus urbains afin d'effectuer notamment leurs études supérieures. D'autres le quittent pour trouver un emploi. Résultat, la jeunesse est de moins en moins présente sur le territoire de la 5e circonscription de la Marne. Donc, est-ce dû à un manque d'attractivité professionnelle ou est-ce dû à une offre de formation dans le supérieur qui est insuffisante? Donc, quelles actions vous souhaiteriez mettre en place, Charles de Courson, pour inciter les jeunes à rester dans la 5e circonscription de la Marne? Vous savez, ça fait 29 ans que je suis député et 36 ans que je suis élu local dans cette circonscription. Donc, en effet, la variable centrale, c'est l'emploi. C'est la création d'emplois. Je vous donne un certain nombre d'exemples. C'est grâce à mon intervention personnelle que la plateforme d'Intermarché s'est implantée à Vitry. Il y a 230 personnes. L'entreprise japonaise JST de Connectic, qui est l'un des leaders mondiaux, 130 emplois. Ils ont commencé avec 20, 25. Vous voyez, ils sont maintenant à 130 emplois. Le développement du lac du Der, je m'en occupe depuis 1988. Vous voyez, ça fait 35 ans. Voilà. Eh bien, on est maintenant à 800 emplois. Vous voyez, l'implantation du casino, je me suis battu pendant 9 ans et on a réussi. Hein. C'est plus de 100 emplois, rien que le casino. Vatry, j'ai beaucoup aidé le président de l'époque, Albert Vectin, pour obtenir les autorisations de création de cet aéroport. On est maintenant à 1200 emplois. Donc là où il y a de l'emploi, il y a de la jeunesse. Voilà. La formation, c'est différente. Vous ne pouvez pas avoir d'université à Vitry-le-François ou à Cézanne ou à Vertus. Vous voyez, donc que les jeunes partent dans des grands centres où sont les universités, parce que c'est la tradition française. Je rappelle qu'en Angleterre, il y a des tas d'universités comme à Cambridge ou Oxford. Alors je peux vous dire, c'est un territoire qui n'a rien d'une grande agglomération. Mais la tradition française, les universités, elles sont pour nous à Reims, Nancy et Paris. Donc c'est ça ce qu'il faut. Si vous voulez avoir des jeunes, il faut avant tout créer de l'emploi. Pour faire revenir les jeunes sur le territoire. Pierre Thionnet, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez 28 ans. Oui. Comment justement vous pouvez faire venir la jeunesse sur le territoire et comment vous pouvez vous battre pour justement développer peut-être les emplois ou d'autres idées peut-être? Tout d'abord, je me permets un tout petit hors-série, parce qu'on parle des jeunes, on est dans les élections législatives, et je fais le constat comme tout le monde que dimanche dernier, il y en a très peu qui sont allés voter en pourcentage. Donc, je me considère encore dans la catégorie jeune quand même, et je le regrette, alors que la politique est partout dans leur quotidien, là, dans les sujets qu'on vient d'évoquer, mais celui-ci aussi précisément, et il y a toutes les raisons de se mobiliser. Donc pas d'emploi pour les jeunes, mais pas d'intérêt non plus des jeunes pour la politique du coup. Oui, mais c'est ça, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est ce que disait Montalembert, bon, c'est dont on a un peu oublié l'existence maintenant, mais il disait, si vous ne vous souciez pas de la politique, en tout cas, elle se soucie de vous. Et il faut vraiment avoir conscience de ça, c'est que la politique est partout dans leur quotidien, sur tous les sujets. Donc justement, comment vous vous souciez des jeunes pour ce territoire? Précisément, je crois que c'est une politique d'aménagement du territoire qui a à revoir complètement. C'est-à-dire qu'on a laissé les activités
donc les activités économiques, les emplois, donc ensuite les hommes et les femmes forcément qui ont suivi ces emplois, ensuite les investissements, ensuite les services publics qui sont tous centralisés dans quelques noyaux urbains, quelques centres urbains, au détriment de tout le reste. Et c'est un cercle vicieux. Vous enlevez un service public, les gens vont plutôt s'installer là où il y a une école ou un centre de santé plutôt que là où il n'y en a pas. Et ce cercle vicieux, il est infernal. Donc je pense que là-dessus, c'est ce le Rassemblement national et Marine Le Pen avaient défendu pendant la campagne présidentielle, c'est l'idée de démétropolisation, c'est-à-dire de ramener de l'activité, des bassins de vie économiques, culturels, même des services publics, dans nos zones rurales. Et donc ça, bien sûr, ça passe aussi par ce dont on a parlé, la formation, par l'école et les emplois qu'on peut créer sur place. Et concrètement, Donc comme là, député, vous pouvez agir pour ça? Est-ce que finalement, vous avez un rôle à jouer, peut-être d'ambassadeur du territoire? Comment faire? C'est comme ça que je le vois, sur la circonscription, en tant que faire remonter à l'Assemblée nationale, mais par tous les relais dont on peut avoir ces débats, ces priorités. Il y aura toute la question, on en a un peu parlé avec le Covid, avec la crise ukrainienne, qui sont aussi des crises économiques et sociales, la question de la relocalisation des emplois, des activités industrielles. Par exemple, on peut prendre l'exemple de Vitry-le-François, ce qui a énormément souffert de cette mondialisation libérale à outrance et qui a fait partir un certain nombre d'activités qui ont été délocalisées. Donc là-dessus, je pense que sur énormément de secteurs, même sur l'agriculture, il y a moyen de recréer des emplois. Par exemple, pour l'agriculture, la question de la souveraineté se pose. Et là, on peut aider à faire de la transformation sur place des produits agricoles. On le fait déjà dans la circonscription avec les pommes de terre. Et sur d'autres secteurs, on peut le faire. J'avais rencontré sur le marché de Cézanne il y a 15 jours une famille d'exploitants agricoles, des céréaliers, qui sont mis à produire leurs propres pâtes pendant la crise du Covid. Ils ont profité de toute cette remise en question du consommé local, des circuits courts. Ils font leurs propres pâtes sur leur exploitation, ils les vendent au marché ou dans les épiceries locales. Et ça, à mon avis, exactement, ça crée de l'emploi. Et ça, c'est toutes des initiatives à soutenir dans Et notre comment vous pouvez circonscription. soutenir, du coup, vous, en tant que député, cette initiative? Est-ce qu'il y a des choses qui vont discuter, voter à l'Assemblée nationale, qui peuvent aider ces initiatives locales? Oui, alors là, ce ne sera pas directement précisément pour un exemple dans la circonscription à l'Assemblée, ce sera des lois nationales, mais c'est sur ce dont on a discuté au début, sur les lois sur l'agriculture. Ensuite, il y aura les lois sur des aides, par exemple la relocalisation, des défiscalisations, du portage foncier. Et ça, c'est aussi à voir, bien sûr, avec les collectivités locales qui auront un rôle très important à jouer. Monsieur de Courson, justement par rapport à toujours sur la jeunesse, vous êtes donc élu depuis 93. Depuis 93, on perd des habitants dans notre circonscription, dans les circonscriptions autour également. Est-ce que finalement c'est un sentiment partagé par d'autres de vos collègues à l'Assemblée nationale? Oui, il y a eu un abandon de la politique d'aménagement du territoire au niveau national, parce que n'attendons pas du national qui vienne nous sauver. Hein. Ça peut aider, mais c'est quand il y a des initiatives locales. Et ce n'est pas les élus qui créent l'emploi. Il faut que ça vienne du local. Bah oui, bien sûr, hein, ça ne tombe pas du ciel. Voilà. L'abandon de la politique d'aménagement du territoire, et le président Macron, si vous voulez, a fait une totale erreur. Mais on voit qu'il n'a jamais vécu, semble-t-il, en zone rurale, puisqu'il avait expliqué que l'avenir de la France, c'était les grandes métropoles. Les grandes métropoles, c'est à peu près le quart de la population française. Et les zones rurales, c'est à peu près 30%. Pour donner des ordres de grandeur. Et entre les deux, c'est les villes moyennes, les petites villes, enfin oui, les réseaux urbains. Donc on voit bien que l'abandon a un coût social, humain et économique considérable. Quand vous interrogez les Franciliens, savez-vous que la moitié des Franciliens voudraient quitter l'Île-de-France ? Vu les conditions de vie, le coût du logement, l'étroitesse, le problème des temps de transport, etc. Donc on voit bien que des gens qui reviennent en province sont beaucoup plus heureux en province que dans ces grandes métropoles. Je prends la métropole parisienne parce que c'est elle on est à la limite de la zone d'attraction, si vous voulez, de la grande métropole parisienne. Ouais. Mais on pourrait dire la même chose à Lyon, à Marseille, etc. Avec après tous les problèmes qui s'accumulent. Donc, et il faut arrêter d'aider, puisqu'on aide beaucoup plus les grandes métropoles que les petites villes et a fortiori que les zones rurales. C'est ça ce qui amène, si vous voulez, une explosion de vote dans les zones rurales qui ont le sentiment d'un abandon. Mais ce n'est pas un sentiment. Pourtant, votre circonscription, c'est quand même 100 000 habitants. Votre circonscription, c'est quand même 100 000 habitants. Il y a eu des réaménagements successifs qui ont conduit à son agrandissement, justement, parce qu'il y avait aussi une perte de population. Mais là où j'ai un point de désaccord peut-être avec M. de Courson, c'est que moi je pense justement que ça vient d'en haut, des dirigeants qui ont choisi cette politique d'aménagement du territoire. Le local peut bien sûr créer des initiatives absolument remarquables, etc. Mais s'il n'y a pas un accompagnement, même
un investissement de la part de l'État, de nos dirigeants. Il faut les deux. Cet aménagement ne marchera pas. Et c'est pour ça que vous avez critiqué le bilan de M. Macron, mais je vous reprocherai d'avoir appelé à le soutenir au second tour, à cette élection présidentielle, et déjà en 2017. Si vraiment il a abandonné ces territoires ruraux, si sa politique a été nocive, moi je ne comprends pas que vous ayez pu appeler à voter pour lui au second tour. Je suis un homme pragmatique et de deux mots, je choisis le moindre. Voilà, c'est tout. Je suis pragmatique. Il me semblait que le programme défendu par Marine Le Pen répondait à cette colère et à ces espérances dans la ruralité, et notamment dans cette 5e circonscription. Marine Le Pen a obtenu presque 60% des voix au second tour face à Emmanuel Macron. Et moi, c'est ce que j'entends sur le terrain. Cette colère, elle s'exprime d'abord aussi à l'endroit du président de la République. Très bien. Alors, nous arrivons à la fin de ce débat. Il est désormais l'heure de passer aux conclusions. Alors, comme M. de Courson a commencé le débat, c'est vous, M. Thionnet, qui allez avoir 2 minutes pour conclure avec une dernière question. Donc, face à l'abstention grandissante, comment réconcilier les citoyens avec leurs représentants élus dans cette crise politique et démocratique que notre pays connaît ? Alors, cette crise n'est pas nouvelle, malheureusement, mais elle s'accentue d'élection en élection. À chaque fois, on pointe une hausse historique de l'abstention, oui. Et donc je crois que s'il n'y a pas en effet question aussi de renouvellement aussi des élus, si les jeunes ne s'engagent pas en politique, ce sentiment des affiliations, il va continuer. Mais il y a aussi ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut comprendre que la politique, elle est partout. On ne peut pas dire « je ne vais pas aller voter », et se dire que les choses passeront. En fait, c'est avoir des incidences concrètes sur votre vie quotidienne. On parlait de la question du pouvoir d'achat, mais la question de la sécurité, la question, alors c'est moins le sujet forcément dans les zones rurales, mais la politique d'immigration qui est menée, même si elle est très présente à Châlons ou à Reims, mais ensuite sur tous les sujets, sur l'écologie, sur l'agriculture, tout vient de décisions humaines qui sont prises par des représentants politiques. Il n'y a pas une fatalité, quelque chose qui s'abat sur nous naturellement de manière inéluctable. C'est des choix politiques. Donc si on est mécontent de la politique qui est menée et qu'on voit au quotidien, il faut changer les représentants politiques. Mais aujourd'hui, c'est même pas un mécontentement, c'est vraiment un désintéressement. Oui, c'est souvent l'étape d'après. 98% d'abstention quand même. C'est souvent l'étape d'après. Ça commence par une colère, et ensuite qui peut se traduire par certains votes, et ensuite on se met totalement en retrait de la cité, du débat public, on ne s'intéresse plus à la politique. Et ça, pour moi, c'est vraiment inquiétant. Donc je pense que moi, si je suis élu député, j'aurais à cœur d'essayer, dans la circonscription, de rattacher les gens à ce débat politique, de leur montrer concrètement comment je les défends à l'Assemblée nationale, mais sur la circonscription d'élection, bien sûr. Je pense qu'il faudra aller directement en démocratie directe. Et c'est pour ça aussi qu'on défendait l'idée du référendum d'initiative citoyenne qui a été porté par les Gilets jaunes, parce qu'il faut redonner directement un pouvoir de décision, de consultation, et l'impression qu'ils peuvent avoir un effet immédiat sur les politiques qui sont menées. Donc, il y aura là, on est dans la démocratie représentative en élisant des députés à l'Assemblée nationale, mais je pense qu'il faut instaurer plus de démocratie directe et donner plus directement la parole à nos concitoyens. En les accueillant en circonscription peut-être, en les écoutant en circonscription ? Oui, ça bien sûr, mais à mon avis c'est le rôle naturel du député, et je ne comprends pas les députés qui sont allés très rarement à la rencontre de leurs concitoyens. Alors, ce n'est pas le cas de M. de Courson, ce n'est pas lui que je vise ici, mais certains députés, leurs concitoyens ne les ont jamais vus, absolument jamais, et ils sont obligés d'aller dans la circonscription d'à côté pour avoir l'oreille d'un député. Donc ça, pour moi, c'est certainement pas le modèle que je suivrai. Et vous voulez les écouter. 50 secondes pour terminer, M. de Courson. Votre accueil, peut-être l'écoute du local, l'écoute de vos concitoyens est présent depuis 1993 ? Eh bien, moi, je voudrais dire en conclusion à nos concitoyens, c'est qu'il y a eu grosso modo 50% d'abstention. C'est le taux le plus faible de la Marne. On se console comme on peut. Mais moi, je voudrais m'adresser à ces 50%. En leur disant, venez voter, venez vous exprimer. Et venez voter pour un député qui a été constamment présent, qui a toujours accueilli tout le monde, qui s'occupe de tas de sujets locaux, nationaux, et qui est très présent aussi à l'Assemblée nationale, puisque je fais partie, paraît-il, des 5 plus actifs à l'Assemblée nationale. Bien. Eh bien, c'est ceux... Et j'ai toujours été intègre, c'est-à-dire jamais promis n'importe quoi, comme, hélas, on l'a vu, de trop de membres de la classe politique. Et j'ai toujours été intègre financièrement. Je défie quiconque de venir expliquer que j'ai profité de ma fonction de député pour m'enrichir ou quoi que ce soit. C'est pas du tout mon style, c'est pas mon éthique. Voilà. Et donc, je dis, venez soutenir des candidats qui ont ces caractéristiques. Voilà. J'en appelle à tous les abstentionnistes.
Merci beaucoup, merci à vous d'avoir participé à ce débat. Merci et rendez-vous donc dimanche dans les urnes pour le deuxième tour des élections législatives qui se joue donc dans cette 5e circonscription de la Marne comme partout en France. Merci beaucoup.